Bonjour à tous. J'ai décidé de vous montrer tout le processus de création d'une toile. Ici, une magnifique vue de Paris, l'avenue de Camoens, qui donne la plus belle vue de Paris sur la Tour Eiffel. Vous remarquerez le quadrillage. Pour un simple dessin, ce n'est pas nécessaire. Mais pour une toile qui a une certaine dimension, c'est une aide précieuse pour retrouver le placement exact de tous les éléments de l'image. Cela sert de repère. Petite pause en regardant quelques vidéos sur YouTube, comme celle de Josh Hart. C'est très inspirant de voir sa façon de peindre et ses sujets. C'est l'occasion aussi d'apprendre des techniques, aussi bien en peinture qu'en traitement d'image. Cette étape n'est pas à négliger. La pose du sparadrap sur le pourtour de la toile la protège des débordements et des taches de peinture. Quand la toile sera sèche, je n'aurai plus qu'à la retirer. J'avais une plaque de verre pour poser mes couleurs, ici des huiles, mais elle s'est cassée. C'est ainsi que j'utilise de l'aluminium. Et c'est parti! Et au début, ça fait un peu dégueu. Mais c'est normal. Et j'avoue, je suis un peu perdu, je ne sais pas trop par où commencer. Je me suis heurté à un problème technique inquiétant. J'ai crayonné une belle tour Eiffel en pensant que le ciel qui la couvrirait serait suffisamment transparent pour la laisser paraître. Je constate que la peinture, en plus d'être trop opaque, a drainé le graphite. Ça donne cet effet épouvantable. Je me contenterai donc de saisir les contours du monument. Puis, on couvre minutieusement les détails du bâtiment haussmannien. C'est comme du coloriage. Un coloriage minutieux, attentif et patient. Mon choix se porte sur 2 couches de peinture. La première couche veille à remplir des formes larges et simples. Je ne m'attarde pas à reproduire les couleurs avec exactitude, seulement à m'en rapprocher. L'idée est d'être rapide et efficace. La première couche, une fois posée, facilitera la pose de la couche suivante. Il faut savoir qu'à ce moment du tableau, je suis tombé malade. La grosse grippe. Cloué au lit les premiers jours, les jours suivants, j'ai pu retrouver mes forces petit à petit pour reprendre mon ouvrage. La Tour Eiffel est un véritable défi technique, car j'ai pensé bien développer mon dessin pour me rendre compte que la première couche n'était pas compatible avec autant de détails.
J'ai donc décidé de suggérer les contours du monument et rester sur quelque chose d'assez sobre. Cette photo que j'ai choisie pour le tableau, en plus de ses couleurs chatoyantes et crépusculaires, comporte quelques éléments tout à fait sympathiques. La tour Eiffel est en arrière-plan, mais elle domine le paysage. Ce magnifique lampadaire lui fait concurrence et je trouve que la présence de ces deux verticales de part et d'autre du tableau permet d'équilibrer la composition. Aussi, la présence de cette petite visiteuse est importante. Elle nous permet de nous projeter dans le tableau. Ainsi, son point de vue est suggéré et nous invite à voir le paysage à travers son regard. Puis, une présence humaine donne de la vie tout simplement. Son attitude paisible influence notre propre perception du paysage. Malgré une première couche, certaines parties nécessitent plus d'attention et de petites touches, comme les pourtours des fenêtres par exemple. Le tableau à ce stade pourrait être un joli tableau satisfaisant, qu'en pensez-vous? Mais enfin, on ne va tout de même pas s'arrêter en si bon chemin. Je suggère d'attaquer la seconde couche. Ah, tout de suite, on voit qu'avec la seconde couche, la toile a plus d'allure. Cet immeuble haussmannien en arrière-plan laisse entrevoir une petite façade avec de nombreuses petites ornementations. Si la toile avait été plus grande, dans la limite des détails représentés sur la photo, j'aurais pu insister davantage sur le réalisme. Cependant, je dois m'en remettre à la dimension de mon tableau et accepter les limites techniques qu'il m'impose. Il me sera difficile de figurer la texture du calcaire. Les volumes des sculptures, des ornementations ne pourront pas être représentés par des nuances au pinceau. Pour moi, à mon niveau technique, ce sera juste du dessin. Les petits traits de pinceau forment les ombres pour donner cette illusion, assez maladroite, de volume, de sculpture. La partie du ciel m'ennuie profondément. Je déteste m'occuper des surfaces lisses et vides. Et généralement, quand je les remplis au pinceau, en plus d'être dérangé par les tracés de celui-ci, le résultat me semble déplaisant et fade. Depuis peu, j'ai découvert l'usage du couteau en peinture et pour moi cela a constitué une petite révolution. Le couteau, jusque-là, était relégué au rôle de mélangeur de couleurs sur la palette. Je pense qu'il se substitue à merveille au pinceau pour remplir les surfaces vides qui m'ennuient tant. Au lieu de chercher à lisser mon dégradé de couleurs avec un pinceau large, je préfère dorénavant l'aspect brut et texturé de l'application du couteau. Pour ce type de travail, cela ne donne-t-il pas de la valeur ajoutée à mon tableau? La balustrade en pierre, avec ses balustres en poire, se trouve en avant-plan et occupe une certaine place. On aperçoit la texture de la pierre, on pourrait presque la sentir. Il faut en tenir compte. Je vais donc recourir à la même astuce que celle que j'ai employée pour faire le ciel, la technique du couteau. Je découvre avec stupeur ici que la technique du couteau est bien meilleure pour faire des textures, et celle-ci se développe très naturellement. Avant, je me prenais la tête à reproduire fidèlement les effets de la texture à l'aide d'un pinceau. C'était long, fastidieux avec des résultats plus ou moins déplaisants, mais le couteau se montre très efficace pour les effets de texture. Le couteau a un mérite supplémentaire. Ce qui a manqué à mes travaux antérieurs, c'est l'application d'une touche de peinture très picturale, pour un effet très pittoresque. Je parle de ce côté chargé en peinture, épais, que l'on recherche dans les œuvres des peintres. Quelque chose qui peut ressembler à de la peinture plutôt qu'une impression photographique. Un peu comme quand on étale un gros paquet de beurre sur une tartine. On ne lésine pas.
Je me charge d'une partie intéressante, l'ensemble des arbres qui couvrent le bas de la façade. À une certaine époque, j'aurais peint le bas de la façade simultanément aux arbres. Cela m'aurait sans doute rendu la tâche difficile. J'ai donc décidé d'attendre que l'arrière-plan sèche complètement et j'ai ensuite produit les petites zébrures des arbres. Des petites lignes saccadées qui arrivent comme le dessin d'un éclair, mais en partant du bas vers le haut. L'arrière-plan est sec, ainsi, si j'avais commis la moindre erreur, je pouvais l'effacer facilement sans affecter le reste. Pour effacer mes erreurs, un pinceau propre, légèrement humidifié d'huile, passe sur la couleur encore fraîche. Pour ma part, j'utilise l'huile d'œillette. Elle me permet de dissoudre les lignes de peinture qui ne sont pas bonnes. Mes vieux tableaux faits à l'huile de lin ont beaucoup jauni, me rappelant à quel point il faut éviter l'usage de cette huile en peinture. À la rigueur, elle convient au nettoyage du matériel. J'en profite pour glisser que j'emploie de la térébenthine en très faible quantité, dans la première couche pour matifier légèrement et fluidifier mes couleurs, mais très peu, voire pas du tout dès la seconde couche. Les essences auront pour seule fonction de nettoyer les pinceaux à la fin de mon service, car la plupart du temps, je balade mes pinceaux d'une couleur à une autre et éventuellement je les passe sur une feuille d'essuie-tout pour les débarrasser d'une couleur afin de la remplacer par une autre. Ce procédé abîme sans doute plus vite les pinceaux, mais il me fait gagner beaucoup de temps et surtout, j'évite l'exposition aux essences le plus possible. Quant aux essences, jamais je ne les jette au lavabo ou aux toilettes. Je ne suis pas écolo. Mais j'ai une petite conscience de la nécessité de préserver l'environnement. Pareil pour les huiles. Les essences se recyclent très bien. Il suffit de les laisser reposer plusieurs jours dans un pot en verre. Elles se décantent progressivement jusqu'à ce que la matière, anciennement la peinture dissoute dans les essences, se dépose dans le fond. Ainsi, la décantation facilite la récupération d'une essence purifiée. En tout cas, d'une essence opérationnelle. La quantité de celle-ci diminue avec le temps. Pour l'anecdote, et c'est important de le souligner, je n'avais jamais mis les pieds dans cet endroit. Je ne savais même pas comment s'appelait cette rue, même si j'ai récupéré la photo sur le net. J'avais malgré tout assez d'indices pour me situer. L'orientation de la tour offrait 4 points de vue potentiels, mais les bâtiments aux alentours et cette vision unique, surélevée, me faisaient penser que la station Passy sur la ligne 6 du métro était le meilleur candidat. Les circonstances viendront par la suite me donner raison. Des circonstances incroyables qui se sont produites au moment où je réalisais ce tableau. Je revenais d'une course et toute la ligne 6 venait d'être fermée. Et croyant pouvoir trouver un métro ouvert sur la ligne, j'ai commencé à l'allonger. J'ai pu très vite me rendre compte que la totalité de la ligne était close. Et ce fut l'occasion d'une promenade qui m'a amené sur les lieux de mon tableau. Par hasard, je me suis retrouvé nez à nez avec cette vue dans cette avenue de Camoens, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, entre la station Passy et Trocadéro. Autant vous dire que j'ai reconnu tout de suite cette vue. J'ai vécu ce hasard heureux comme une véritable synchronicité, comme un clin d'œil du destin. Disons même comme si j'étais rentré dans mon tableau par magie. Je peux vous dire que cela fait une drôle d'impression. Et je peux ajouter que la vue de la Tour Eiffel depuis cet endroit est vraiment saisissante, au-delà de ce qu'on peut imaginer. J'aimerais dire que c'est le meilleur point de vue. Une douce mais puissante ligne de lumière, avec du blanc pur, va faire ressortir la forme de certains objets et de la petite visiteuse. Leur image va se détacher davantage, donnant du relief et plus de réalisme.
On s'approche de la fin et c'est au tour de la ferronnerie. Les barrières en fer, les grillages. Au même titre que la végétation, il a fallu attendre que le plan soit sec pour ajouter les lignes discrètes des barrières avant de dessiner la fine ligne de lumière qui fait ressortir ces éléments. Et comme vous pouvez le voir, il y a une barrière devant une barrière. Il était plus judicieux d'attendre le séchage de la première avant d'entreprendre la pose de la suivante. Pour la tour Eiffel, qui est aussi comparable à une œuvre de ferronnerie, véritable défi technique, j'ai attendu le séchage complet du ciel en arrière-plan. La tour est une dentelle qui laisse entrevoir des morceaux de ce ciel. Cela doit être respecté impérativement. Le plus simple pour moi a été de dessiner des lignes verticales dans un premier temps, puis d'attendre plusieurs jours de séchage avant d'envisager toutes les lignes horizontales. Bien sûr, faire des lignes verticales parfaites du premier coup, ce n'est pas évident. Il y a une forme de tâtonnement. Ma ligne imparfaite, une fois posée, se corrige simplement. Il me suffit de passer mon pinceau légèrement humide pour effacer ce qui est en trop et réajuster mon tir.